La cuisine dégageait un parfum de romarin et de beurre noisette, cette alliance singulière que ma mère avait perfectionnée au fil de 40 années de déjeuners dominicaux. Je me souviens de ce détail avec une clarté cristalline car c'est l'odeur avant que le monde ne se brise, avant que je ne comprenne que les liens du sang ne font pas toujours le poids face à la cruauté. J'étais en train de dresser les assiettes à dessert, celles en porcelaine de Limoges avec un liseré doré délicat qu'on ne sortait que pour les grandes occasions. Ma fille Léa était au salon, regardant ma sœur Bérénice l'aider à disposer de minuscules figurines de collection sur la table basse en acajou. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais voir leur profil. Les traits saillants et élégants de Bérénice se penchaient vers le visage plus doux et arrondi de Léa, toutes deux concentrées sur un jeu qui serait oublié dès le lendemain matin. Léa adorait sa tante. Ce détail est crucial car il a transformé ce qui allait suivre en quelque chose d'exponentiellement plus douloureux. Nous fêtions l'anniversaire de mariage de mes parents, leur 40e année de vie commune, leur noce d'émeraude. La maison était pleine de monde, les cousins, leurs enfants, les amis du quartier. Le vin coulait, les rires résonnaient dans ces pièces qui avaient été les témoins de décennies d'histoire familiale. Tout était parfait, de cette perfection qui précède toujours les catastrophes. J'avais été nerveuse à l'idée de ce dîner, bien que je ne puisse pas expliquer pourquoi à ce moment-là. Bérénice et moi ne nous étions pas vraiment parlé depuis 3 mois, pas depuis l'incident lors du gala de son cabinet d'avocat, où elle avait fait un commentaire cinglant sur mes choix de carrière. Travailler à temps partiel en freelance doit être tellement épanouissant pour quelqu'un qui a fait tes études, avait-elle lancé, la voix dégoulinante de ce venin spécifique qu'elle avait perfectionné durant ses 28 années de vie en tant que sœur aînée. J'avais passé mon chemin, mais les mots s'étaient logés sous ma peau comme des parasites. Notre relation avait toujours été complexe. Bérénice avait toujours été la brillante, celle qui réussissait tout, la fille qui faisait dire aux amis de mes parents, « Vos filles sont si différentes ». Elle était avocate d'affaires, tranchante comme du verre brisé, et 2 fois plus dangereuse dès qu'elle se sentait menacée. Et d'une certaine manière, j'étais devenue une menace pour elle, sans que je comprenne jamais pourquoi. Je ne cherchais pas à rivaliser. Je n'avais jamais voulu ce qu'elle possédait. Quand elle était revenue s'installer en région parisienne l'année dernière, j'avais espéré que les choses s'améliorent. Peut-être que la proximité adoucirait l'agressivité qu'elle nourrissait à mon égard. Peut-être qu'elle verrait enfin que je ne cherchais pas à diminuer ses accomplissements en menant une vie différente. Au lieu de cela, l'effet fut inverse. Je tenais encore une assiette à dessert quand c'est arrivé. Bérénice est entrée dans la cuisine avec Léa dans les bras, les petits bras de ma fille entourant le cou de ma sœur, en totale confiance, totalement vulnérable. Je leur ai souri à toutes les deux. Bérénice m'a rendu mon sourire, mais c'était différent de tous les sourires que je lui avais connus. C'était le sourire de quelqu'un qui avait pris une décision, le sourire de quelqu'un sur le point de franchir une ligne qu'on ne peut plus franchir en sens inverse. Léa voulait m'aider à prendre les verres à vin, a dit Bérénice en la posant au sol. N'est-ce pas qu'elle est serviable ? Tellement serviable, ai-je répondu en tendant la main vers Léa. Viens, ma puce, on va. C'est alors que Bérénice s'est tournée vers le plan de travail où j'avais laissé un verre de Saint-Émilion à moitié plein, le verre que je m'étais servi 30 minutes plus tôt et que j'avais abandonné pour m'occuper de ces maudites assiettes. Tout ce qui suit se déroule dans ma mémoire à la fois au ralenti et à la vitesse de l'éclair, ce qui est, je l'ai appris plus tard, la manière dont le traumatisme fonctionne. Le cerveau capture les détails avec une précision impossible tout en échouant simultanément à empêcher le désastre. La main de Bérénice se refermant sur le pied du verre, ses yeux rencontrant les miens pendant une fraction de seconde, assez longtemps pour que je voie l'intention écrite clairement dans ses pupilles. Ma bouche s'ouvrant pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais le son voyageant trop lentement dans l'espace entre la compréhension et l'énonciation. Le vin, d'un bordeaux profond, la couleur du vieux sang, décrivant dans l'air une parabole gracieuse et terrible. Le petit corps de ma fille encore à portée de main. La confusion de Léa se lisant sur son visage avant même que le liquide n'entre en contact avec elle. Le vin s'est déversé directement sur la tête de Léa. Pendant un instant, il n'y eut aucun son. Le vin coulait sur le petit visage de ma fille, dans ses yeux, trempant sa robe jaune, celle qu'elle avait choisie avec soin le matin même parce qu'elle l'aimait plus que tout.
L'une de ses petites mains s'est levée instinctivement pour essuyer ses yeux tandis que l'autre cherchait aveuglément ma direction. Et ce geste, cet appel à l'aide, me hantera pour le reste de mes jours car c'est le dernier geste de la pure innocence de ma fille. Mais qu'est-ce que ai-je commencé, m'avançant vers Léa, la fureur commençant déjà son éclosion violente dans ma poitrine, mais Bérénice n'avait pas fini. Tout le monde, venez voir, s'est-elle écriée, sa voix tranchant l'ambiance de la fête comme une lame. J'ai vu les gens émerger du salon, les cousins, mes parents, leurs amis, attirés par quelque chose dans son ton qui suggérait qu'un drame était en train de se jouer. Léa pleurait maintenant, confuse et effrayée, se blottissant contre moi, et je l'ai serrée fort, mes mains tremblant alors que je commençais à essuyer le vin sur son visage avec les manches de mon gilet. Je dois vous dire quelque chose à tous, a annoncé Bérénice d'une voix posée et soigneusement construite, quelque chose que je veux dire depuis des mois. Elle me regardait droit dans les yeux, et il y avait quelque chose de presque satisfait dans son expression, comme si elle était enfin dans une situation qu'elle contrôlait totalement. Cette petite fille, a-t-elle dit en désignant Léa qui sanglotait contre mon épaule, croit qu'elle est la fille biologique de sa mère, mais vous devez tous connaître la vérité. Mon estomac s'est changé en pierre. Elle a été adoptée, a continué Bérénice, chaque mot étant un couteau soigneusement placé, et cette femme ne le lui a jamais dit, ne lui a jamais expliqué pourquoi elle ne ressemblait pas à sa vraie mère, pourquoi elle ne partageait pas sa génétique. Alors Léa grandit dans le mensonge, et quand elle découvrira la vérité, et elle la découvrira, cela va la détruire. La pièce est devenue totalement silencieuse, ce genre de silence pesant et physique qui écrase tout le monde simultanément. Je pouvais sentir chaque regard passer de moi à Léa, puis à Bérénice, et puis en les réactions, interprétant les silences. Mais Bérénice n'avait pas fini. Elle s'est tournée directement vers Léa, et j'ai vu ce qui allait se passer une fraction de seconde avant que cela n'arrive, et j'ai été incapable de l'arrêter. Et cette incapacité est une chose que je ne me pardonnerai jamais. Personne ne t'aime, a dit ma sœur à ma fille de 6 ans, sa voix calibrée pour porter dans toute la pièce, personne ne t'aime vraiment parce que tu es adopté. Tu n'appartiens à personne. Tu n'es pas vraiment aimé. Le visage de Léa s'est décomposé. J'ai senti son corps se raidir de confusion et de peur, j'ai senti ses larmes redoubler, j'ai entendu sa petite voix commencer à demander « Maman », avec une intonation que je ne lui avais jamais connue, un ton qui suggérait que le sol sous ses pieds venait de se fracturer. La pièce était toujours silencieuse, mais c'était un silence différent maintenant. C'était le silence de témoins qui ne pouvaient pas croire ce qu'ils venaient d'entendre. Ma mère avait la main sur la bouche. Mon père fixait Bérénice comme si elle s'était soudainement transformée en une étrangère. Plusieurs cousins échangeaient des regards suggérant que cela venait de franchir une ligne invisible, passant d'une dispute familiale à quelque chose de bien plus sombre, et j'ai senti quelque chose en moi, quelque chose qui avait été soigneusement contenu et géré pendant 34 ans. Se briser enfin. Je me suis levée lentement. Ma fille était toujours contre mon épaule, mais je bougeais avec précaution, délibérément, consciente que chaque personne présente attendait de voir ce que j'allais faire. La part de moi qui s'était toujours souciée des convenances, du fait de ne pas faire de scène, de maintenir la paix, cette part-là hurlait, mais je l'ai ignorée. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée, et je n'ai dit qu'un seul mot, félicitations. Le visage de Bérénice est devenu vide, ce que j'aurais dû anticiper, mais ce vide n'a duré qu'une fraction de seconde avant que toute autre chose ne prenne le dessus. Son expression est passée par la confusion, puis la compréhension, puis une panique absolue en l'espace de 2 secondes. Quoi, a-t-elle commencé? Mais j'ai continué, ma voix étant d'un calme qui m'a surprise moi-même. J'aurais dû savoir que tu finirais par lui dire la vérité. J'avais d'ailleurs prévu de le faire moi-même, Bérénice. J'allais dire à Léa qu'elle est adoptée quand elle serait assez grande pour comprendre, d'une manière qui ait du sens, avec amour et pédagogie. En lui expliquant que l'adoption est une chose magnifique. Ma mère, la femme qui m'a élevée, ai-je dit en désignant ma mère qui me regardait avec une expression de confusion totale, n'est pas ma mère biologique. Mon père n'est pas mon père biologique. Ils m'ont adoptée quand j'avais 3 jours, et je ne suis pas traumatisée par ce fait. Je ne suis pas brisée par cela. Je leur en suis reconnaissante, car être choisie signifie beaucoup pour moi. La main de Bérénice a commencé à trembler.
Ce que je n'avais pas prévu de lui dire, ai-je poursuivi, c'est que sa tante est une personne capable de détruire délibérément un enfant pour blesser sa mère. Je n'avais pas prévu de lui dire que les parents biologiques peuvent parfois vous verser du vin sur la tête pour prouver un point de vue. Je n'avais pas prévu qu'elle apprenne que le fait d'être désiré et aimé, vraiment désiré, vraiment choisi, n'est pas quelque chose qui peut toujours être garanti dans ce monde. Ma mère a émis un petit son, entre le hoquet et le sanglot. Tu vois, ai-je dit, et je pouvais maintenant entendre le tremblement dans ma voix, la rage à peine contenue sous un vernis de sang-froid. Je pense que ce que tu as fait ici a révélé par inadvertance quelque chose de très important. Léa, cette petite fille que tu viens d'essayer de dévaster, elle est arrivée parmi nous par l'adoption. Nous avons attendu 3 ans pour la tenir dans nos bras. Nous avons dépensé de l'argent, du temps et une énergie émotionnelle immense pour les dossiers, les visites à domicile et les entretiens. Nous nous sommes battus pour elle. Chaque jour de sa vie a été voulu et intentionnel. Elle existe parce que nous l'avons choisie, Bérénice. Nous l'avons choisie. J'ai marqué une pause, laissant cette déclaration flotter dans l'air comme un objet palpable. Et ensuite, tu as essayé d'utiliser cela contre elle. Tu as essayé de transformer en arme le fait que je l'aime assez pour avoir traversé l'enfer afin de l'avoir, et tu l'as fait devant témoin, ce qui est la seule chose qui me surprenne vraiment. La plupart des gens auraient la décence de détruire quelqu'un en privé. La bouche de Bérénice s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Je l'ai regardé essayer de formuler une réponse, essayer de sauver la situation, essayer de justifier ce qu'elle avait fait. Je l'ai vu réaliser que chaque personne dans cette pièce la regardait désormais comme si elle était contaminée. Je voulais juste, a-t-elle commencé. Pleurer, ai-je terminé. Hurler? Paniquer? Oui, je vois que ça commence à venir. Tu dois réaliser quelque chose en ce moment même, quelque chose d'important. Quoi, a-t-elle murmuré. Et j'ai réalisé avec une sorte de satisfaction glacée qu'elle avait peur pas de l'embarras, pas de la défensive, mais de la peur pure. J'ai fait un pas vers elle, une main toujours fermement posée sur Léa, ma voix tombant à un niveau plus bas mais infiniment plus terrible que n'importe quel cri. C'est que chaque personne dans cette pièce sait maintenant exactement qui tu es, et ils ne pourront pas l'oublier. Ils ne pourront pas déentendre ce que tu as dit à un enfant. Ils ne pourront pas dévoir ce vin que tu lui as versé sur la tête. Les masques que nous portons, Bérénice, les versions acceptables de nous-mêmes que nous montrons au monde, le tien vient de tomber. Et contrairement au vin, tu ne vas pas pouvoir l'effacer d'un revers de manche. C'est alors qu'elle a commencé à hurler. Ce n'était pas un mot, ni même un son cohérent. C'était un cri brut, sans parole, de panique et de désespoir qui a semblé surprendre tout le monde, y compris Bérénice elle-même. Elle s'est précipitée vers la porte de la cuisine, cherchant peut-être à échapper au poids du regard de chaque témoin, espérant peut-être qu'en quittant la pièce, elle annulerait ce qui avait été dit. Mon cousin Antoine s'est carrément écarté pour la laisser passer, ce qui a rendu le moment encore plus cinglant. Même lui ne chercherait pas à la retenir. J'ai entendu sa voiture démarrer 30 secondes plus tard, je l'ai entendu quitter le trottoir avec des pneus qui crissaient sur l'asphalte. Le silence qui a suivi était total et absolu. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Le dîner, la célébration de l'anniversaire de mes parents, s'était transformé en toute autre chose. Un moment où chacun dans la pièce avait été témoin de l'effilochage de quelque chose qui ne pourrait plus jamais être recousu. Ma mère a bougé la première, traversant la cuisine pour prendre Léa de mes bras et la serrer dans les siens. Ma fille pleurait encore, toujours confuse, mais elle a accepté le réconfort de l'étreinte de sa grand-mère avec l'aisance naturelle d'un enfant qui se sait aimer. Elle a tort, a dit ma mère à Léa, la voix chargée d'émotion. Elle a tort sur toute la ligne. Tu es tellement aimée, ma chérie. Tu es tellement désirée. Chaque instant de ta vie a été choisi et célébré. Mon père s'est approché et les a entourés toutes les deux de ses bras. Et j'ai regardé ma fille de 6 ans, ma fille choisie, ma fille pour laquelle je m'étais battue, ma fille qui grandirait en sachant que l'amour n'est pas toujours biologique, commencer à s'apaiser dans la sécurité de cette étreinte. Une de mes cousines, Marine, a posé une main sur mon épaule. C'était, a-t-elle commencé, avant de s'arrêter, n'ayant pas les mots nécessaires.
Le reste de la soirée s'est dissous dans une sorte de mode automatique engourdi. Les gens ont aidé à débarrasser. Ils ont offert des mots de soutien discrets. Ils évitaient de prononcer le nom de Bérénice ou de reconnaître ce qui s'était passé avec trop de franchise, comme si, en n'en parlant pas explicitement, ils pouvaient minimiser les dégâts. Mais je savais ce qu'il en était. Ce que Bérénice avait fait, ce qu'elle avait fait si soigneusement, si délibérément, avait franchi une limite. Et elle allait découvrir ce qui arrive quand on utilise un enfant comme arme contre sa mère. Parce que je n'allais pas laisser passer ça. Je n'allais pas accepter d'excuses, ni pardonner un égarement momentané, ni prétendre que c'était juste une querelle de famille que le temps guérirait. Le lendemain matin, j'ai contacté un avocat. J'ai demandé une ordonnance d'éloignement contre ma sœur. J'ai documenté tout ce qu'elle m'avait dit de psychologiquement abusif, chaque mépris, chaque remarque cinglante. J'ai contacté son cabinet et je leur ai fourni des informations détaillées sur son instabilité et ses schémas de comportement. Je n'ai pas fait cela pour la détruire, bien que ce fût un bénéfice secondaire. Je l'ai fait parce que j'avais besoin qu'elle comprenne qu'on ne verse pas de vin sur un enfant en le traitant de non désiré devant des témoins pour ensuite s'en aller tranquillement. On ne peut pas utiliser l'amour comme une arme et s'attendre à ce qu'il n'y ait aucune conséquence. On ne peut pas franchir cette ligne et rester indemne. Léa a guéri, comme les enfants le font souvent. Dès la semaine suivante, elle posait des questions sur l'adoption, et mon mari et moi y répondions avec une honnêteté et un amour adaptés à son âge. Elle a appris qu'elle avait été choisie, voulue et désirée. Elle a appris que sa tante avait été cruelle, que certaines personnes blessent les autres quand elles souffrent elles-mêmes, et que cela ne changeait rien à la vérité fondamentale de son existence, elle était aimée. Mais Bérénice, elle, n'a pas guéri. Au cours des 6 mois suivants, elle a perdu son emploi. L'ordonnance d'éloignement l'empêchait de s'approcher de nous, et les documents que j'avais fournis à son cabinet, combinés à quelques conversations choisies avec des personnes ayant été témoins de son comportement au fil des ans, ont conduit à son licenciement discret. Sa réputation dans les milieux juridiques, soigneusement cultivée pendant des années, s'est effondrée avec une vitesse stupéfiante. Elle a déménagé. Je ne sais pas où. Je ne m'en soucie pas particulièrement. Ce que je sais, c'est ceci, j'ai enfin compris ce dont j'avais peur depuis si longtemps. J'avais peur du jugement de Bérénice, de son opinion sur mes choix, de sa désapprobation influençant la façon dont les autres me percevaient. Mais l'avoir versé du vin sur la tête de ma fille avait brûlé cette peur comme de l'acide. Cela avait révélé que son opinion était basée sur la cruauté, non sur la clairvoyance, et que son jugement venait d'un endroit profondément brisé. Et on m'avait donné un choix dans ce moment de silence après ces paroles terribles. J'aurais pu absorber son attaque en silence, comme j'en avais absorbé tant d'autres. J'aurais pu essayer d'arranger les choses, de m'excuser de l'avoir fait se sentir en compétition avec moi, d'accepter la responsabilité de la douleur qu'elle ressentait. Ou je pouvais me lever et nommer ce qui s'était passé pour ce que c'était, un acte de cruauté impardonnable envers un enfant. J'ai choisi la seconde voie, et je ne l'ai pas regretté une seule seconde. Léa a 9 ans maintenant. Elle est en CM1, adore les maths et le dessin avec la même passion, et c'est probablement la personne la plus gentille que j'ai jamais connue. Elle ne se souvient pas de grand-chose de cette soirée. L'esprit est miséricordieux face au traumatisme, surtout quand les enfants sont jeunes. Mais elle connaît l'histoire. Elle sait que sa tante a dit quelque chose de cruel, et que sa mère a répondu. Elle sait que l'adoption est une chose magnifique, et que le véritable amour n'est pas une question de biologie. C'est le fait de choisir quelqu'un et de continuer à le choisir chaque jour. Elle sait aussi que les actes ont des conséquences, qu'on ne peut pas blesser les gens, surtout les enfants, sans que le monde ne finisse par vous demander des comptes. Que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de simplement dire un mot qui nomme la vérité. Félicitations, Bérénice. Tu m'as appris qui tu étais vraiment, et tu l'as appris au monde entier aussi.